cette cérémonie. Stéphane Beaulac, je reviens à vous. Euh, la gouverneure générale a quand même un pouvoir qui peut être décisif dans certaines circonstances bien précises. Et il y a quelques exemples récents de ça, dont, d'une part, ce qui s'est passé le printemps dernier en Colombie-Britannique, et avant ça, on peut parler de la crise parlementaire en 2008 à Ottawa. En décembre 2008, absolument. Alors, à bien des égards, on peut penser que la gouverneure générale, son rôle est, de nos jours, de façon contemporaine, uniquement ou presque uniquement symbolique. Or, dans certaines circonstances, vous venez de le souligner, ça arrive très rarement. Mais bon, le parallèle avec le rôle du lieutenant-gouverneur, comme on en a été témoin le printemps dernier en Colombie-Britannique, et on a vu au fédéral, en décembre 2008, des circonstances essentiellement de gouvernement minoritaire. C'est-à-dire que, on peut le résumer ainsi, l'exécutif ne contrôle pas le Parlement, le pouvoir législatif. Or, le gouvernement n'a pas la confiance de la Chambre. Exactement, parce que c'était pour rappeler que notre système parlementaire de style britannique, l'élection, c'est pour la Chambre des représentants du pouvoir législatif et la légitimité du pouvoir exécutif repose sur la confiance de la Chambre élue au fédéral, la Chambre des communes. Or, dans un contexte de gouvernement minoritaire, peut survenir des circonstances où l'exécutif n'a plus l'appui ou qu'on a tous les indicateurs que le gouvernement n'a plus l'appui de la Chambre des élus. Et dans ces circonstances, compte tenu du rôle du maintien de la confiance et de la légitimité du gouvernement, ce rôle très exceptionnellement joué de façon réelle par la gouverneure générale, la même chose en Colombie-Britannique avec la lieutenant-gouverneur, peut être appelé à prendre des décisions, à exercer de fait un pouvoir discrétionnaire. Et c'est pas automatique, parce qu'on l'avait vu en 2008, on était ensemble d'ailleurs à analyser ça. Quand M. Harper voulait proroger la session, il est allé voir, c'était Michaël Jean qui est la gouverneure générale, qui l'a littéralement fait attendre 2 heures à Rideau Hall avant de rendre sa décision. Il aurait été un peu difficile de dire non au premier ministre, mais en même temps, elle lui a comme rappelé par ce délai-là que c'est pas toi qui décides. Hein? Oui, ben voilà, ce sont ces circonstances rarissimes où il y a un pouvoir réel discrétionnaire exercé par la gouverneure générale. Dans ce cas-là, c'est que qu'est-ce qui était au cœur du débat, c'était pas tant de savoir qui était pour être invité à exercer le pouvoir, soit le parti ayant reçu la pluralité, ayant gagné la majorité, le plus grand nombre, des sièges suite à l'élection générale, mais la question était plutôt de savoir si un gouvernement pour lequel il y avait toutes les raisons de penser n'avait plus la confiance de la Chambre des élus. Qui aurait été défait sans doute dans un vote de confiance. Exactement, pouvait essentiellement tirer la plug, si vous me prêtez l'expression, essentiellement mettre fin aux travaux, de sorte qu'il n'était pas pour faire face à la musique, pour vérifier la confiance de la Chambre. Et dans ces circonstances, c'est pour ça que ça a sans doute pris quelques heures, il n'y avait absolument pas de recette connue de comment procéder, comment décider, trancher cette question, et elle a été appuyée par une série de conseils de constitutionnalistes et autres experts sur ces questions assez difficiles d'exercer un pouvoir réel de façon exceptionnelle dans des circonstances de gouvernement minoritaire. C'est la première fois depuis 1926, mais on reviendra à ça plus tard un peu, quand les pouvoirs du gouverneur général étaient beaucoup plus grands que ça se produisait. Toujours en compagnie de Stéphane Beaulac. Stéphane Beaulac, parlez-moi de 1926, qu'on a appelé l'affaire King de Vimy. À ce moment-là, Bing de Vimy plutôt, le gouverneur général avait essayé carrément de changer le résultat d'une élection, là. Oui, ben peut-être reculer. On fête 150 ans de la Confédération, comme on dit communément, mais de la création du Dominion du Canada. Et dans les premières décennies, ça va nous amener en 1926, il y avait réellement un pouvoir exercé par le représentant de la reine au Canada, le gouverneur général, qui venait de l'aristocratie britannique, par ailleurs. Alors, ça,
jusqu'au milieu à peu près des années du 20e siècle, on allait puiser dans des ressources britanniques. Depuis les années 50, le gouverneur général a la citoyenneté canadienne. Maintenant, pour revenir à cet épisode, suite à l'élection, le gouverneur général refusait d'accéder aux demandes du premier ministre désigné, Mackenzie King, et évidemment, l'issue de l'histoire, c'est qu'on est ultimement retourné en élection et Mackenzie King a une partie de sa plateforme cassé du sucre sur le dos d'un exercice trop large des pouvoirs du représentant de la reine et a gagné sa majorité suite à l'élection subséquente. Sur le dos du gouverneur général. Voilà. Mais restez avec moi. Restez avec nous. Je vais revenir à Stéphane Beaulac. Évidemment, le gouverneur général fait beaucoup de choses protocolaires, mais il a aussi la fonction de conseiller le premier ministre. En Angleterre, par exemple, il y a le fameux thé tous les jeudis du premier ministre avec la reine. Est-ce que ça existe? Est-ce que la même chose existe au Canada? Oui, il y a cette tradition de rencontrer périodiquement le représentant de la reine, la gouverneure générale. Jusqu'à quel point est-ce que l'on discute, évidemment, des conversations qui demeure confidentielle, mais ça fait partie d'un rôle que l'on dit symbolique, que l'on dit protocolaire, mais qui peut-être, dans certaines circonstances, peut donner quand même un écho qui est intéressant auprès du premier ministre du Canada. Bien sûr que ça ne sortira pas, parce que le gouverneur général ne va pas en parler. Non, mais c'est ce qu'on appelle le pouvoir du gouverneur général. En anglais, on dit « advice and consent », donc de conseiller et à la fin de consentir aux demandes du premier ministre, parce que c'est ça aussi le respect de la tradition démocratique aussi. Voilà, bon, on parle d'un rôle symbolique. Il faut faire attention, on le soulignait à quelques reprises dans des circonstances exceptionnelles, mais il faut avoir justement le contexte d'un gouvernement minoritaire, des pouvoirs réels peuvent être exercés. Est-ce que c'est un gardien de la Constitution? Mais ça serait certainement exagéré parce que dans notre système de gouvernance fondé sur l'état de droit, le principe de la primauté du droit, ce sont les tribunaux qui ont ce rôle de chien de garde de la Constitution. Alors, c'est un peu entre les deux. Il ne faut pas exagérer le rôle de la gouverneure générale. C'est certainement pas la gardienne de la Constitution, le garant de la Constitution et de l'état de droit. Ce sont davantage les tribunaux. C'est ce rôle de s'assurer, par l'exercice d'un pouvoir réel, de la confiance du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement devant la Chambre élue. Il en relève, ni plus ni moins, du principe démocratique dans un système parlementaire comme au Canada.